Salut à tous, c'est Benous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Zelda et la philosophie. Aujourd'hui on s'attaque au chapitre 7 qui s'intitule Transformation et voyage dans le temps, Link et son identité. Si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager, c'est le meilleur moyen pour soutenir la chaîne. Et sur ce, c'est parti. L'un des attraits majeurs de la série Zelda est la présence immuable de plusieurs fondamentaux de l'histoire, ce qui n'empêche pas chaque jeu de parvenir à nous surprendre. Virtuellement, tout est possible, les personnages ne sont pas contraints par les lois de la physique et peuvent passer de l'âge adulte à l'enfance ou d'une forme physique à une autre. Dans les premiers jeux Zelda, la princesse joue le rôle classique de la demoiselle en détresse. Plus tard, elle apparaît sous une personnalité complètement différente. Moins effacée et passive, elle n'hésite plus à combattre les méchants aux côtés du jeune garçon vêtu de vert. Quand nous réfléchissons aux changements drastiques que subissent les personnages au cours d'un jeu, ou bien d'un jeu à l'autre, il est étonnant de constater que leur identité, elle, est constante. Pourtant, c'est bien ainsi que l'histoire nous les présente. Ce problème ne concerne pas seulement les personnages des jeux Zelda, il concerne également les philosophes. Bon nombre d'intellectuels se sont penchés sur la question de l'identité afin de déterminer comment l'identité d'une personne peut persister à travers le temps et les changements. Par exemple, les humains passent d'un état où leur corps est petit et leur tête anormalement grosse, à celui de créatures bien plus grandes et aux proportions différentes. Les cellules meurent et sont remplacées de sorte que la substance physique qui constituait le corps d'un nourrisson est entièrement différente de la substance physique qui constitue un corps d'adulte. Au fil du temps, notre maturité émotionnelle se développe elle aussi. Voilà ce que l'on appelle communément le problème de la persistance. Ce problème se pose de manière d'autant plus forte pour les personnages de Zelda qui subissent des modifications de large envergure. Comment identifier les personnages de Zelda comme des êtres constants à travers le temps? Cette question sous-entend deux problématiques. Tout d'abord, nous devons envisager les personnages de Zelda comme des entités fictionnelles. Si nous abordons la question sous cette perspective, alors surgissent d'autres paradoxes liés à l'identité. Ainsi, comment le personnage Link que je déplace à l'aide de ma manette peut-il être le même Link que celui que vous contrôlez avec votre manette? Ils peuvent agir dans le jeu de manière diamétralement opposée. Mon Link, par exemple, peut foncer à travers l'histoire, tandis que votre Link peut prendre son temps et résoudre toutes les énigmes secondaires qui ne sont pas essentielles pour terminer le jeu. Il est surprenant de constater que nous nous représentons Link sous un concept uniforme et unique, alors que ses caractéristiques peuvent être très différentes entre ma partie et la vôtre. Ce paradoxe pourrait être abordé par le prisme de la philosophie du langage, mais dans ce chapitre, nous traiterons le sujet sous un angle différent. Si nous prenons en compte les contraintes métaphysiques de l'univers de Zelda, comment l'identité des personnages peut-elle persister à travers le temps? Identité numérique. Le peuple voulut croire que le héros viendrait à nouveau à son secours. Imaginez que Link se trouve face à deux Mojo Baba, posés l'un à côté de l'autre. Physiquement, rien ne semble les distinguer. Les deux méchants sont exactement similaires et pourtant, ils ne sont pas numériquement identiques. Une chose n'est numériquement identique qu'à elle-même, et elle ne peut être numériquement identique à une autre que si et seulement si les deux partagent les mêmes propriétés. Nos créatures semblent bien posséder les mêmes propriétés. Elles sont formées d'une longue tige terminée par une mâchoire et ressemblent à des Dionnées attrape-mouches. Elles laissent toutes les deux des noix derrière elles quand elles sont tuées, que Link pourra lancer avec sa fronde. Cependant, elles ne sont pas identiques car chacune possède des propriétés que l'autre n'a pas. Chaque Mojo Baba a la propriété d'occuper une certaine place dans l'espace et le temps. Le concept d'identité numérique soulève plusieurs problèmes s'agissant de l'identité personnelle. Modifions sensiblement un exemple classique pour illustrer ce point. Imaginez le cas suivant. Le bateau de Tetra, ou plutôt de Zelda, part en voyage à travers l'océan. Peu après le départ, un clou se détache de l'une des planches du pont et tombe au fond de l'eau. Tetra commande alors à l'un de ses pirates de remplacer le clou manquant. Le problème est réglé, le voyage peut se poursuivre. Au bout d'un certain temps, une autre pièce du bateau se détache et tombe dans l'océan. Elle est de nouveau remplacée et l'équipage poursuit sa traversée. La même scène se répète tout au long du périple jusqu'à ce que toutes les pièces du bateau aient coulé au fond de l'eau et aient été remplacées par de nouvelles pièces. Imaginez à présent que l'affreux Ganon fomente un complot maléfique. Il décide que pour mener à bien son infâme projet, il a besoin d'un bateau semblable à celui de Tetra. Il récupère toutes les pièces du navire de Tetra au fond de l'eau et les réunit pour reformer le bateau entier. Link, dans sa quête pour libérer le monde de l'emprise du mal, doit retrouver le véritable bateau de Tetra. Lequel doit-il choisir? Est-ce le bateau avec lequel Tetra termine son voyage, ou celui qui est constitué des pièces d'origine retrouvées au fond de l'eau?
Nous pourrions même envisager un scénario où le bateau ne tombe pas en miettes. Le bateau qui a parcouru 2000 marins n'est pas numériquement identique au bateau qui n'a parcouru qu'1 000, car il n'occupe plus la même place dans l'espace-temps. Après ce constat, nous pouvons soit conclure qu'aucun des deux bateaux n'est le véritable bateau de Tétra, soit en choisir un, et donc définir là où les caractéristiques essentielles qui font de l'un des navires le même que celui qui a pris le départ. Si nous optons pour la première solution à ce problème, alors il est impossible de concevoir les personnages du jeu comme les mêmes personnages d'un bout à l'autre de la chronologie. Si nous choisissons la deuxième approche, alors nous devons identifier les conditions nécessaires et suffisantes permettant d'énoncer le ou les critères qui font du bateau le même bateau. Ces conditions nécessaires sont celles qui, une fois réunies, garantissent qu'une chose est bien d'un type en particulier. Par exemple, si l'objet de la quête de Link est de trouver la Triforce, alors chaque fragment trouvé est l'une des conditions nécessaires à la Triforce. La condition suffisante, quant à elle, permet de s'assurer qu'une chose est du type recherché. Si Link trouve la Triforce déjà rassemblée, c'est une condition suffisante à sa quête pour trouver la Triforce. Approche de la continuité physique. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux tout reprendre à zéro, Link? L'une des réponses les plus immédiates à la question de l'identité suggère que c'est l'âme d'une personne qui fait d'elle le même être à travers le temps. L'âme est toujours présente, c'est l'élément commun constant. Le concept d'âme pose un certain nombre de problèmes philosophiques et, même si l'on parvenait à surmonter ces difficultés, il n'est pas certain que ce soit la bonne réponse dans le contexte des jeux de la série Zelda. Nous savons que les fantômes existent dans la métaphysique de ces jeux, mais aucune vision cohérente du concept d'âme ou de vie après la mort ne vient justifier de manière définitive que cette réponse soit apportée à notre problème. Une autre solution pourrait être d'identifier les caractéristiques physiques d'une personne qui perdurent à travers le temps. Rapidement, le codage ADN se présente comme l'un des possibles candidats répondant à ce critère. Ce n'est toutefois pas satisfaisant, car alors, le clone d'un individu serait donc identique à l'individu de départ, bien que né en un temps différent, en un lieu différent, et ayant vécu des expériences différentes. Un autre modèle de continuité physique identifie le cerveau comme composant physique significatif. Toutefois, ces deux modèles ne parviennent pas à expliquer ce qui se passe dans le cas des jeux Zelda, et font même surgir d'autres paradoxes si l'on tente de les appliquer à la franchise. Dans un certain nombre de jeux, Link peut jeter un sort à une autre créature afin de se déplacer avec un autre corps. Il peut ainsi voler pour atteindre un lieu en hauteur et autrement inatteignable, ou bien profiter de capacités dont son corps d'Ilien est dépourvu. Quand il lance son sort, Link projette également sa conscience dans la créature qu'il contrôle. Il le fait à plusieurs reprises dans Wind Waker, où il peut voler en tant que goéland et ainsi voir des choses inatteignables ou trop éloignées. Il peut également s'emparer du corps d'un mage du temple afin d'effectuer diverses tâches. Si le modèle de la continuité physique devait s'appliquer dans ce cas, il nous serait impossible d'expliquer que c'est bien Link qui prend le contrôle d'une créature. Une fois que Link est déconnecté de son corps, alors il n'est plus Link. Twilight Princess soulève un autre paradoxe lié au modèle de la continuité physique. Link se transforme en loup à plusieurs reprises dans le jeu. Il est absolument certain que son cerveau n'est pas transféré dans la boîte crânienne du loup, et donc, si nous adoptons l'approche de la continuité physique, alors nous devons accepter que Link n'est plus la même personne une fois sous forme de loup. Approche psychologique. Mais si aucun souvenir de la princesse ne demeure, le souffle de la légende ne s'est pas encore tout à fait tu. Si nous voulons nous libérer de ce paradoxe, alors il est possible d'adopter une approche psychologique, afin de tenter d'identifier un aspect de la psychologie d'un individu comme étant la caractéristique essentielle qui fait d'une personne la même personne à travers le temps et les changements. L'un des plus célèbres défenseurs de ce point de vue était John Locke, celui de l'Angleterre du XVIIe siècle, pas celui de Lost. Locke affirmait dans son essai sur l'entendement humain que la caractéristique psychologique essentielle d'une personne est la somme de ses souvenirs. Les expériences, les pensées et les actions sont réunies sous la forme de souvenirs, et cette continuité psychologique permet la persistance de l'identité personnelle à travers le temps. Ainsi, pour Locke, une personne en un temps ultérieur est identique à une autre en un temps précédent, si et seulement si la personne du moment futur possède exactement les mêmes souvenirs que celle du moment passé. Cette vision n'est pas sans faille. Par exemple, une personne âgée de 20 ans peut posséder des souvenirs d'elle-même à 5 ans. La même personne âgée de 50 ans peut posséder des souvenirs d'elle-même à 20 ans, cependant, elle ne peut plus avoir de souvenirs d'elle-même à 5 ans. La personne âgée de 20 ans est la même que celle âgée de 5 ans et de 50 ans, mais la personne âgée de 5 ans et celle de 50 ans ne sont pas identiques l'une à l'autre. Plusieurs penseurs contemporains de Locke ont défendu cette vision de la continuité psychologique tout en y ajoutant certains paramètres qui permettent de contrer cette aporie. Une personne en un temps ultérieur serait ainsi identique à une personne en un temps précédent si ses états mentaux du moment futur
découlent ou sont la conséquence de ses états mentaux passés. Cette hypothèse se heurte à une difficulté dès lors que nous la soumettons au concept de l'identité personnelle dans les jeux Zelda. Par exemple, dans Ocarina of Time, Link fait le va-et-vient entre son soi âgé de 10 ans et son soi adulte. Dans ce cas, la thèse des partisans de la continuité physique est difficile à mettre en application. Le soi adulte de Link n'a pas de continuité psychologique avec son soi enfant du début du jeu, car tout ce qu'il a fait étant enfant n'est pas encore arrivé. A l'inverse, tout ce qui arrive à son soi adulte devrait plutôt produire des effets sur l'état mental de son soi plus jeune. Imaginez qu'à un moment, tôt dans le jeu, le Link adulte ignore comment utiliser un boomerang. Plus tard, son soi plus jeune apprend à manier cet instrument. Si l'approche psychologique était valide, alors le Link plus âgé devrait déjà savoir comment utiliser un boomerang, car il l'a appris lorsqu'il était plus jeune. Les étrangetés relatives au temps et à l'espace, concernant ne serait-ce qu'Ocarina of Time, font qu'il est difficile d'aborder le concept d'identité personnelle selon le modèle de la continuité psychologique. D'autres approches proposent un mélange de ces deux visions. Certains philosophes affirment que les états mentaux sont la conséquence des états physiques, et qu'il doit donc y avoir une continuité des deux aspects, psychologique et physique, pour que l'identité persiste. Mais cela non plus n'aide pas notre analyse, car les exemples que nous avons tirés du jeu démontrent que l'identité de Link ne peut être expliquée ni par le modèle de la continuité physique, ni par celui de la continuité psychologique. Il semble donc improbable qu'une combinaison de ces deux approches nous offre un semblant de réponse. Certains modèles vont purement rejeter l'idée de la persistance de l'identité. Les philosophes se réclamant de l'essentialisme méréologique affirment que, puisqu'une personne en un temps ultérieur ne peut posséder les mêmes propriétés qu'une personne en un temps précédent, il n'est pas justifié de parler d'identité unique. Il n'est pas exact que ces deux personnes sont la même personne. D'autres théories supposent enfin que les critères de l'identité personnelle sont indéterminés. Si nous devions appliquer l'une de ces théories, nous serions dans l'incapacité d'attribuer une identité cohérente aux personnages des jeux Zelda, ce qui se heurterait à la réalité proposée dans l'univers Zelda. Lorsque Link remonte le temps ou qu'il contrôle le temps d'une autre créature, nous sommes censés croire qu'il s'agit bien de la même personne. Peut-être s'agit-il alors d'un présupposé humain. Les humains ont créé le jeu, il est donc logique que des conceptions toutes faites sur notre métaphysique surgissent dans l'univers de Zelda. Nous ne pensons pas qu'une telle approche est nécessaire pour aborder le concept d'identité dans les jeux. Il est possible d'envisager les jeux Zelda comme possédant leur propre métaphysique, non affectée par la métaphysique réelle. Solution au problème. Cet enfant dont la destinée est de conduire Hyrule sur la voie de la justice et de la vérité. Comme nous venons de le voir, les standards de l'identité personnelle ne s'appliquent pas à l'univers de Zelda. 3 conclusions différentes s'offrent donc à nous. Tout d'abord, nous pourrions rejeter l'idée qu'une définition claire de l'identité personnelle soit possible, et être tentés d'appliquer ce modèle dans notre propre monde métaphysique. Toutefois, ce n'est pas la conclusion qui semble étayée par les preuves fournies dans les jeux. La deuxième solution serait d'aborder chaque jeu de manière différente et de construire un modèle de l'identité valable pour chacun. Ainsi, les problèmes posés par l'approche de la continuité psychologique dans Ocarina of Time seraient résolus en faisant plutôt appel au modèle de la continuité physique pour ce jeu. Le modèle physique choisi devrait permettre les différents changements du corps au passage de l'âge adulte à la jeunesse et inversement. De la même façon, dans Wind Waker, Phantom Hourglass et Twilight Princess, nous pourrions avoir recours au modèle de la continuité psychologique afin d'éviter les problèmes posés par l'approche de la continuité physique dans différents cas. Cette méthode présente cependant des défauts majeurs. Tous les jeux sont censés se dérouler dans le même monde métaphysique. Certains prennent peut-être place dans des dimensions différentes ou des univers parallèles, mais rien ne permet de supposer dans ces jeux que les lois fondamentales gouvernant des notions telles que l'identité personnelle soient différentes dans ces royaumes. Par ailleurs, plusieurs de ces jeux sont censés être des suites, ou du moins se dérouler selon la même chronologie que d'autres. Il serait donc étonnant de définir un modèle qui permettrait de définir l'identité de Link dans un jeu, mais qui ne s'applique pas à d'autres. D'un jeu à l'autre, Link pourrait ainsi être une personne entièrement différente, alors que les deux sont censés se suivre. Il existe pourtant une troisième voie qui selon nous est idéale. Cette solution s'appuie sur la notion de destin, omniprésente dans tous les jeux de la série des Zelda. Lorsque les 3 déesses, Din, la déesse de la force, Nayru, la déesse de la sagesse, et Farore, la déesse du courage, ont créé le monde, elles ont laissé derrière elles la Triforce, une relique capable d'exaucer les vœux de celui qui la touche. Si la personne qui met la main dessus possède autant de sagesse que de courage et de force, alors la puissance de la Triforce réunie s'offrira à elle. Dans le cas contraire, elle ne pourra obtenir qu'un fragment de la Triforce, celui représenté par le trait qu'elle incarne. La plupart des jeux s'ouvrent sur une réflexion autour du mal absolu. Le mal est incarné par Ganondorf, souvent présenté comme possédant ou tentant de posséder le fragment de Triforce correspondant à la force. Un jeune garçon est destiné à combattre le mal car il est l'incarnation du courage. La princesse Zelda, la plupart du temps, incarne la sagesse.
Ces représentations et prédictions se vérifient dans chacun des jeux, à moins que le joueur n'arrête le jeu avant de l'avoir terminé. La destinée des personnages centraux est ce qui les caractérise au sein d'un jeu et d'un jeu à l'autre. Ce destin qui les attend est la condition nécessaire et suffisante qui définit leur identité de façon immuable à travers le temps. Cette approche peut aussi s'appliquer aux personnages non principaux. Les déesses ont créé un monde où se mêlent en équilibre sagesse, courage et force, et où chaque habitant tient son rôle dans le cours du destin. Ces rôles sont immuables, quels que soient les changements qui adviennent. Avouons qu'il s'agit là d'une vision de l'identité pour le moins étrange, et pourtant, il nous semble tenir ici la bonne approche. Elle nous permet d'identifier tous les personnages comme identiques à eux-mêmes d'un jeu à l'autre, et d'un moment à l'autre au sein d'un même jeu. Cette propriété essentielle que nous venons d'identifier n'a rien d'arbitraire. Notre conclusion peut sembler curieuse dans notre propre monde, mais considérant la structure métaphysique particulière de l'univers de Zelda, c'est une réponse tout à fait plausible. Par ailleurs, tout porte à croire que les jeux vidéo sont gouvernés par des lois métaphysiques différentes, et donc supposent des conditions à l'identité insolites. Les univers de jeux vidéo sont des mondes imaginés par des game designers, leurs lois métaphysiques sont donc nécessairement stipulatives, contrairement aux lois métaphysiques du monde réel. Partant de ce constat, il est parfaitement possible d'établir que le destin est la propriété définitoire de l'identité dans un jeu vidéo. Et voilà, c'était tout pour le chapitre d'aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois pour le chapitre 8 qui s'intitule « Le héros des chronologies ». Sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut!